Voilà, eh bien, je vous remercie. Je vous renouvelle donc mes remerciements pour cette très aimable, très agréable, très plaisante invitation à venir vous rencontrer, ce qui est un plaisir réel cette année encore. Lorsque nous avons évoqué le thème de cette petite intervention marginale dans le cadre de ce colloque dont M. Jarty vient de nous donner un exemple parfait de la haute élévation, nous avons dit il serait intéressant de voir, puisque finalement tout tourne autour de l'activité dans le domaine musical, que ce soit production ou activité d'auditeurs ou d'interprètes musicaux de la fratrie Renac, on se dit, dans le fond, le mieux, c'est de voir dans quel panorama musical ils s'inscrivent, c'est-à-dire quelle est l'activité, la vie musicale à leur époque. Et puis, en y travaillant, en préparant cette intervention, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est peut-être de montrer que les Renac ne tombent pas comme un météore ou un météorite tombe du ciel en plein milieu d'une sorte de désert musical, mais qu'ils arrivent dans un endroit qui est déjà soigneusement labouré et qui a déjà produit pas mal de choses. Et c'est en parlant un peu, je me suis rendu compte que c'est une réalité qui est aussi profondément que tristement méconnue. Il y a bel et bien, et c'est assez inattendu, je vous le concède, il y a bel et bien à Nice et dans sa région, et depuis fort longtemps, une réalité de la vie et de l'activité et de la production musicale. C'est pour ça que j'ai voulu en retenir quelques exemples, en commençant peut-être par resituer en 3 phrases quel est le cadre général. Nice, que nous connaissons aujourd'hui comme une ville qui se targue à tort ou à raison d'être la 4e, 5e, 6e ville de France, je ne sais pas exactement. En France, il y a 3 grandes villes, donc à partir de la 4e, on est une grande ville. Nice est une ville qui a une grosse population, mais c'est une petite ville. Et j'en veux pour preuve le fait que dans le recensement, pourrions-nous dire, pour employer un langage moderne, à partir au XVIIe siècle encore, Nice est une ville qui compte au grand maximum une dizaine de milliers d'habitants. Donc c'est vraiment une petite ville par rapport, par exemple, à ce que l'on trouve sur la péninsule voisine, par rapport à ce que l'on trouve dans certaines régions de France. C'est une petite ville et, de surcroît, c'est une ville qui est hautement spécialisée, puisque c'est une ville de garnison. Tout ce qui fait l'existence de Nice, c'est le fait qu'elle a une citadelle, ce que l'on appelle le château. Comme disent les Antibois, c'est une incise, les Antibois qui sont nos voisins, mais qui sont de très mauvaise langue, ils disent à Nice, ils ont un château qui n'a pas de muraille, une mer qui n'a pas de poissons et des filles qui n'ont pas de vertu. Pour les murailles du château et les poissons de la mer, je peux dire que c'est vrai, le reste, je ne m'avancerai pas. Mais toujours est-il que c'est donc une ville extrêmement focalisée sur une mono-activité qui est cette activité essentiellement militaire. Or, tout ceci va basculer dans la première moitié du XVIIIe siècle en conséquence de 2 conflits majeurs qui sont 2 conflits à l'échelle européenne, qui sont les 2 guerres de succession principales, succession d'Espagne d'abord, succession d'Autriche ensuite, qui ont pour conséquence d'ouvrir complètement l'espace méditerranéen à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'en particulier les flottes du Nord, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire la flotte anglaise, la flotte hollandaise en particulier, et même la flotte russe, vont pouvoir pénétrer dans la Méditerranée, dans le bassin de Méditerranée occidentale, qui était jusque-là un peu la chasse gardée, notamment de la couronne d'Espagne, qui par là entretenait sa relation avec la Lombardie et au-delà avec les Flandres. Donc on a une sorte d'ouverture qui fait que Nice, qui se trouvait être un pseudopode frontalier, une sorte de gardien sur le désert des Tatars là-bas, Nice se trouve un petit peu au cœur d'une activité à la fois économique, mais surtout de caractère politique, qui intéresse l'ensemble du bassin méditerranéen et par voie de conséquence une grande partie de l'Europe occidentale. Et à partir de là, en 1749-50, on commence à creuser de toutes pièces, si j'ose dire, le port Olympia, le port de Nice, que certains appellent le vieux port. Comme il n'y en a pas de nouveau, c'est le port de Nice. Donc on commence à creuser ce port artificiel et on va donner à Villefranche, donc la rade qui est à côté, ici entre Nice et Beaulieu, une vocation militaire, et à Nice une vocation commerciale. Et du coup, par la création
purement juridique et politique, évidemment, d'un dispositif de port franc, c'est-à-dire dispensé de taxes douanières en particulier, à l'import comme à l'export, on va donner une vocation entièrement nouvelle à cette ville. C'est-à-dire que cette petite ville de garnison qu'il a été pendant 2 siècles à peu près devient assez brutalement une ville financière, une ville de bourgeoisie, une ville d'une certaine manière de culture ouverte sur le monde, de surcroît, au lieu d'être enfermée sur elle-même. Et à partir de là, on va voir se développer sur un terreau qui était favorable, mais qui avait été justement jusque-là assez peu exploité. On va voir se développer une activité culturelle et singulièrement une activité musicale qui est tout à fait significative, comme disent les journalistes d'aujourd'hui. De surcroît, Nice va assez rapidement, et c'est un siècle après cette ouverture sur le monde provoquée par la création du port Olympia, Nice va être annexée, pardon monsieur le préfet, mais je reprends les termes de traité, mais je n'en fais pas un préalable. Donc Nice va être annexée à l'Empire français, au Second Empire. Et toutes les cours, toutes les capitales européennes, toutes les chancelleries européennes ne sont qu'assez réservées, c'est le moins qu'on puisse en dire, sur ce qui est ni plus ni moins qu'un accroissement territorial finalement de la puissance française. Donc pour apaiser les craintes qui peuvent naître à cette occasion-là, eh bien on choisit de faire de Nice, et quand je dis Nice, je précise bien évidemment qu'il s'agit de la région niçoise, c'est inutile de le rappeler, mais enfin, donc les chancelleries européennes vont être apaisées par le fait qu'on va faire de Nice une sorte de petite capitale diplomatique dans laquelle vont se rencontrer l'empereur de Russie, le tsar de Russie, l'impératrice des Indes, reine d'Angleterre, etc. Nous en parlions hier soir avec Mme Stills. Donc on va avoir toutes ces cours européennes qui vont se rencontrer ici. Il est bien évident, quand on déplace des souverains de l'ampleur et de l'envergure du tsar de Russie ou de l'impératrice des Indes, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de venir apprécier le beau soleil de la Côte d'Azur. Il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Mais du coup, on a, avec ces souverains, on a le déplacement de tout ce qui constitue leur environnement, c'est-à-dire leurs courtisans, leurs familles, bien évidemment, leurs proches, leurs conseillers, etc. Et c'est là qu'on va voir se développer véritablement une activité musicale. Donc il n'y a pas à Nice une musicale et culturelle en général, mais surtout musicale parce que c'est ce qui est le plus évident, le plus voyant. Il n'y a pas un refus de la musique à Nice, pas plus qu'il n'y en a ailleurs, mais il y avait une pratique traditionnelle, une vie musicale traditionnelle qui d'un seul coup va basculer. Et c'est un peu ce grand écart que vous évoquiez finalement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un basculement, un changement complet de société qui se joue à la charnière de temps où interviennent justement Théodore Reynac et notamment ses frères. C'est-à-dire qu'ils ont une tradition culturelle, ils ont une formation qui est d'essence essentiellement classique, et puis ils sont obligés de s'ouvrir, de faire des découvertes complètes sur le monde. Et quand on est dans le domaine de la correspondance, quand on est le domaine de l'édition, ça reste toujours un petit peu, sinon confidentiel, du moins de l'initiative individuelle. Quand on est dans le domaine de la musique, par définition, on est dans la manifestation collective. Personne ne joue du piano ou du violon tout seul dans son coin pour son propre plaisir. La musique, c'est fait pour être entendue, partagée. Et donc, on a cette approche entièrement nouvelle, mais qui, je le rappelle, va se fonder sur un certain nombre d'acquis préexistants. Il y a, bien évidemment, à Nice comme ailleurs, surtout que nous sommes à la limite des Alpes. Comme disait, je crois que c'est Élisée Reclus, c'est ici que les Alpes se jettent à la mer. Donc, comme on a une tradition alpine, musicale alpine, celle du chant polyphonique, celle des musiques ambulantes, les petits musiciens que l'on envoie l'hiver dans les villes pour glaner quelques sous en faisant danser la marmotte avec une vielle à roue ou des choses comme ça. Donc il y a une pratique musicale ancestrale, traditionnelle, que l'on retrouve partout dans les Alpes, qui est particulièrement marquée tout simplement parce que nous sommes un peu au carrefour d'un certain nombre d'influences, mais rien de bien majeur, si ce n'est peut-être
un petit point très précis qui est celui de la pratique des confréries de pénitents, qui sont un conservatoire, un véritable conservatoire de musique, et des exemples sont actuellement encore parfaitement, j'allais dire on peut les toucher du doigt, on peut les entendre de l'oreille bien évidemment, en Ligurie proche. Il y a des confréries de pénitents dans des villages aujourd'hui qui chantent des Stabat Mater, des Miserere, etc., qui sont des modèles directement issus de la Renaissance musicale, hein, donc, et on les a aujourd'hui. Donc c'est uniquement une transmission orale, c'est la meilleure finalement, de bouche à oreille, mais on a cette permanence d'une activité et d'un sentiment, je dirais, musical. Il y a à Nice, ville place forte militaire, il y a toute la musique qui est liée à l'activité militaire. L'armée est grande productrice et grande consommatrice de musique pour les évolutions, les exercices, mais aussi pour célébrer les victoires, voire les défaites ou les funérailles d'un général ou quelque chose comme ça. Il y a donc autour d'une présence militaire, nécessairement autour des champs de Mars, il y a une pratique musicale assez importante. Quand on a le bénéfice de l'ensemble de choses, c'est très bien. Nice est aussi une ville qui est une ville politiquement très importante dans le cadre d'un des plus grands fantômes de l'histoire, encore un fantôme décidément, qui est celui des États de Savoie. La maison de Savoie avait constitué des États, je vous le rappelle, qui s'étendent en gros du lac Léman à la mer Méditerranée ici, donc à travers le Piémont, la Savoie, le Piémont et ce que l'on appelle ou que l'on a appelé le comté de Nice. Et Nice se trouve être avec Villefranche, donc sur une frange littorale de 17 km, pas plus, Nice se trouve être le débouché d'un État purement continental, d'où une conservation, une volonté très particulière de conservation, d'où une prégnance de la cour et de ses représentants, c'est-à-dire du souverain de Turin, de la maison de Savoie, qui délègue un gouverneur, un intendant, etc. par la suite, sur ce petit département, finalement, cet arrondissement que l'on appelle le comté de Nice, mais qui exerce une vigilance toute particulière. Et en particulier, bien sûr, lorsque arrivent des souverains en visite, lorsqu'arrivent leurs représentants, il y a de grandes manifestations, de grandes festivités dont on retrouvera la trace beaucoup plus tard dans le temps. Donc il y a aussi cette pratique de cours, disons, cette pratique officielle de la musique qui ponctue un certain nombre d'événements quand il y a une naissance, quand il y a un décès, quand il y a un mariage dans la maison de Savoie. Il y a des tédéums chantés dans la cathédrale ou des choses comme ça. Donc on entretient quelque chose comme ça. Et puis il y a à Nice un dernier point qui est peu connu, qui a un caractère évidemment peut-être un peu anecdotique, mais il y a une musique de distraction. Ce qui est de distraction, c'est-à-dire des gens qui, à un moment, vont s'assembler pour entendre, écouter de la musique et par là faire des découvertes. Et le plus bel exemple, le plus curieux que l'on puisse en citer, c'est celui qui se produit à l'occasion d'un événement dont on a bien oublié l'existence, c'est ce que l'on appelle le Congrès de Nice en 1538, donc en plein cœur des fameuses guerres d'Italie que les historiens appellent aujourd'hui des guerres pour l'Europe, puisque c'est là, dans cette lutte de plusieurs dizaines d'années entre Charles Quint et François Ier essentiellement, que se concrétise, se matérialise le devenir politique et étatique de l'Europe moderne. Le pape, qui est soucieux d'avoir un peu la paix, il n'est pas soucieux aussi de voir trop se développer les réformes et les contestations au sein de son Église, souhaite réunir l'empereur et donc Charles Quint et François Ier, et il faut trouver un endroit un peu neutre. Ça sera Nice. On les réunit pour ce que l'on appelle le Congrès de Nice, congrès qui se résumerait à 3 personnes, le pape, l'empereur et le roi de France, qui ne se rencontrent jamais. Jamais. À aucun moment, l'empereur habite à Villefranche, le roi de France habite à Vence. Quant au pape, il est dans un couvent de franciscains à Nice. Mais eux ne se rencontrent pas, mais leurs conseillers, leurs proches,
leurs ministres, comme on dit aujourd'hui, se rencontrent, et il y a surtout, ils ont amené avec eux leurs cours, leurs forces armées, leurs gardes du corps peut-être, je ne sais. Toujours est-il que ces gens-là, eux, se rencontrent et font connaissance, et c'est un moment très important. Par exemple, il y a là ce que l'on appelle les chevaliers du Nord. Dès qu'on est au bord de la Méditerranée, tout est au nord, donc c'est pas compliqué. Donc il y a les chevaliers du Nord qui découvrent cette pratique assez étrange qu'ont les chevaliers, leurs homologues d'Italie ou d'Espagne, par exemple d'envoyer des expéditions en montagne pour chercher de la glace, pour débiter la glace en petits morceaux et mettre à rafraîchir les fruits, les boissons, etc. Et boire à l'eau de glace, comme on appelle ça, ça paraît quelque chose d'absolument monstrueux. En plus, ces gens, ils ne font pas que boire l'eau de glace, ils mangent avec des fourchettes. Alors, quand on est un chevalier du Nord, normalement équipé d'une paire de mains donnée par le bon Dieu, on n'a pas besoin d'une fourchette. Donc, ils trouvent que ces gens sont parfaitement efféminés et ils sont très choqués. Et ce qui met, j'allais dire, le point d'orgue, sans jeu de mots, à leur offuscation, c'est le fait que ces gens écoutent avec plaisir les musiciens que le pape a amenés. Et les musiciens que le pape a amenés, on les appelle les violons de Milan. C'est la première apparition dans l'histoire de la musique en Europe occidentale, c'est la première apparition du violon. Nous sommes en 1538, le violon, cet instrument que nous connaissons tous, vient d'être fabriqué, mis au point, c'est une réduction de la viole, finalement, et quelques années plus tard, les grands Amati, Stradivarius ou Guarneri vont mettre au point les proportions harmoniques parfaites du violon. Mais donc on a l'introduction du violon, elle apparaît à Nice. Ils sont à Milan, mais à Milan, personne n'en savait trop rien, et on les fait venir, c'est leur première apparition sur la scène internationale, donc ça méritait, et ça va laisser des traces ultérieurement. Parce que du coup, on se rend compte que cette vie, cette pratique musicale qui est permanente, qui n'est pas extraordinaire, il ne faut pas exagérer, mais que cette pratique musicale permanente, en fait, elle s'appuie sur la réalité de possibilités. Il y a les possibilités musicales de la population qui sait chanter, qui sait danser, qui sait avoir un certain nombre d'activités. Il y a les possibilités de la facture instrumentale qui sont, une fois encore, liées non pas à des compétences particulières, mais liées au fait que dans les montagnes, dans la Tinée en particulier, on a d'excellents bois de facture instrumentale. Donc on va avoir des bois pour tourner un certain nombre d'instruments, les flûtes, les galoubets, etc. On va avoir des bois d'excellents épicéas pour faire les tables d'harmonie des violons et d'autres, ou des vielles à roue que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a une pratique, une facture instrumentale très importante qui se manifeste en particulier, et c'est là que c'est majeur et c'est, je crois, assez révélateur, dans la facture d'un modèle d'instrument qui est par définition l'instrument collectif, qui est l'orgue. Le plus ancien buffet d'orgue conservé en France, il a été construit, il est toujours conservé dans l'église de Soliesville, dans le Var, dans le département voisin. Il a été construit par un Augustin de Nice en 1499. C'est écrit dessus, c'est comme ça qu'on le sait. Mais en plus, on a les documents. Donc, on a le premier orgue gothique, finalement, conservé en France. Il y en a peut-être eu auparavant. Il y en avait eu un que Charlemagne avait reçu de Haroun al-Rachid, je crois, mais dont il ne reste que 2 ou 3 tuyaux à Compiègne. Là, on a quasiment un instrument. Il n'y a pas la partie musicale, mais il y a au moins la partie buffet qui est parfaitement conservée. Et là encore, on est dans Nice. On a une facture instrumentale qui est très très répandue, notamment bien sûr dans ce domaine de l'orgue. On a un certain Jean Ponce qui était un chanoine de Grasse qui au XVIIe siècle construit des orgues qui sont littéralement le modèle de l'orgue classique français. On a un certain Grinda qui lui était un niçois qui fait son apprentissage avec le maître absolu de l'orgue classique français qui est Jean Esprit Isnard,
auteur du grand orgue de la basilique de Saint-Maximin, donc qui sont des gens qui vont diffuser Grinda. C'est pas innocent non plus. C'est actuellement avec 25 instruments conservés entre la proche Ligurie et la Catalogne, c'est la plus importante collection d'orgues classiques français qui soit conservée. Et là encore, c'est à des facteurs niçois qu'on les commande, ce qui peut paraître surprenant, tout simplement parce qu'il y a une tradition, un savoir-faire et des transmissions d'apprentissage assez importants. Donc une pratique qui va se perpétuer d'ailleurs et qui va évoluer en se modernisant au fur et à mesure des progrès, avec en particulier l'apparition des musiques mécaniques. On a à Nice la facture Nalino qui a inondé véritablement toutes les Alpes et une grande partie de l'Europe occidentale de célébrissimes pianos mécaniques. Il y a à côté de ça une sorte de besoin, parce qu'on a une population qui est une population, entre guillemets, de plus en plus internationale, on a un besoin d'importation musicale, c'est-à-dire de se tenir au courant de ce qui se fait, de la pratique, de l'évolution des modes musicaux, des formes de la composition, etc., ou voire de l'interprétation. Et l'on voit dans la région des Alpes méridionales élargies, on voit des livres d'orgue qui nous viennent de France. On a par exemple à Entrevaux, petite cathédrale basalpine, on a un livre d'orgue qui contient des pièces de Lully, dont la transcription, la copie manuscrite a été réalisée quelques semaines après que ces pièces aient été données à Paris. Et on trouve un livre d'orgue à Entrevaux, qui est quand même une bourgade un peu perdue. On trouve quelques semaines plus tard des œuvres de Lully qui sont à la tribune de l'orgue d'Entrevaux. Donc vous voyez une pratique très au fait de l'actualité. On a de la même manière des manuscrits de polyphonie musicale, vocale, qui sont un petit peu partout dans les églises. Il y a des modes complètement nouvelles qui apparaissent, et en particulier, comme beaucoup de modes artistiques, elles nous viennent de la péninsule italienne, il y a le bel canto. Et le bel canto, c'est quelque chose dont on raffole, c'est quelque chose qui marche très très bien dès la fin du XVIIIe siècle, à tel point qu'on veut l'entendre partout. Et pour l'entendre partout, on ne peut pas avoir partout des chanteurs, en particulier dans les églises. Donc on va créer de toutes pièces, les facteurs d'orgue italiens vont inventer ce que l'on appelle l'orgue orchestral, qui est un modèle complètement différent de l'orgue classique français que j'évoquais tout à l'heure. L'orgue orchestral va essayer d'imiter par des jeux très variés toutes les sonorités de tous les instruments de l'orchestre, d'où son nom d'orgue orchestral, y compris les voix les plus recherchées du grand opéra. Le bel canto est quelque chose qui est littéralement essentiel pour la société du temps. On a par exemple conservé en archive des contrats qui sont passés entre un groupe de voyageurs et un chanteur. Et pour accompagner le voyage en diligence qui peut durer plusieurs dizaines d'heures, finalement, pour aller à Turin, par exemple. Turin, c'est grosso modo une trentaine d'heures de diligence au départ de Nice. On paye quelqu'un, c'est l'autoradio, si je puis me permettre, on paye quelqu'un qui va chanter, souvent en s'accompagnant ou en se donnant le ton avec une petite pochette, mais on a quelqu'un qui va chanter dans la diligence. Donc un besoin musical extraordinairement marqué. Et puis, on va faire venir aussi, là aussi c'est très à la mode, des instruments. Et on commence à avoir les instruments d'enregistrement. Le premier exemple, c'est les instruments à cylindre, avec ces cylindres de bois cloutés. Et grâce à une manivelle, on fait tourner le cylindre et par différents dispositifs, on actionne des soupapes qui vont faire parler, chanter différents tuyaux. On a à Villars-sur-Var, qui est un petit village à une quarantaine de kilomètres de Nice, on a un petit orgue qui a été construit à Turin en 1814, si mes souvenirs sont exacts, qui a été acheté à Chambéry quelques années plus tard, qui a été amené à Villars-sur-Var et qui est toujours dans l'église. Et sur les cylindres, on a cette chose qui est étonnante, il a été restauré il y a 4 ans à peu près. On a une chose étonnante, c'est qu'on a des musiques qui sont faites pour les offices religieux, donc des musiques enregistrées.
avec ce système de cylindres. Et après, on sortait le petit orgue à manivelle sur la place du village et on a des polkas, des mazurkas, etc., qui sont enregistrés de la même manière et qui permettaient d'animer le bal. Donc il y a là encore, ce n'est pas vraiment un grand écart, mais il y a cette pratique musicale constante. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc, on a affaire à une société niçoise qui est comme une éponge imprégnée de liquide, est une société imprégnée de musique, aussi bien la société traditionnelle autochtone que la société étrangère ou la société d'administration, la société commerçante, etc., qui vient séjourner à Nice. Et puis là, on est dans la période de la grande découverte de ce qui deviendra à la fin du XIXe siècle, en 1888, avec Stéphane Liégeard, qui écrit un ouvrage qu'il intitule « La Côte d'Azur », devient donc un des lieux majeurs des réunions éclectiques et internationales. Et c'est dans ce paysage-là que l'on voit apparaître de nouveaux lieux. Et c'est comme ça que finalement les Rénac vont venir se greffer en quelque sorte, enfin, ou se greffer, apporter leur pierre à un édifice beaucoup plus important, beaucoup plus considérable. On voit de se créer de nouveaux lieux qui sont des lieux privés. Ce sont les kiosques des parcs dans lesquels on entretient, on fait venir des musiciens. Ce sont des théâtres, carrément. On a au château Valrose, qui est aujourd'hui le siège de la présidence de l'université de Nice, il y a un théâtre. Et le baron von der Wies, qui avait été le constructeur, le commanditaire privé de ce château et de ce théâtre, y entretenait un orchestre de 70 musiciens en permanence. Bon, vous me direz, il avait 120 jardiniers pour les roseraies de son épouse, donc c'est pas mal. Mais il avait beaucoup d'argent, manifestement. Et dans ce théâtre privé, on a eu des créations. Lohengrin de Wagner a été créé dans le théâtre de Valrose. Donc on a une activité privée, mais la frontière, la limite, la démarcation entre le domaine privé et le domaine public sont finalement assez floues dans ces époques-là. Et puis on a les grands bâtiments de caractère public, je pense bien sûr à l'Opéra de Monte-Carlo ou à l'Opéra de Nice ou à différents théâtres. Et tout ceci est d'autant plus favorisé qu'il y a là encore des sous-entendus politiques. On a à Nice un théâtre italien et un théâtre français. Nous sommes à la veille de 1860. Il y a les tendances pro-futur royaume d'Italie et les tendances pro-empire français qui se dégagent. Eh bien, on se retrouve soit au théâtre français, soit au théâtre italien. Mais du coup, ça fait venir à Nice les deux. Les troupes italiennes et les troupes françaises vont s'y retrouver, ce qui va entretenir complètement l'ambiance. Là, il y a bien évidemment aussi les salons, tous les salons musicaux, et les Rénac en sont un parfait exemple, qui se développent et qui se développent. On peut dire que ceci va durer jusqu'à la déclaration de la Première Guerre mondiale, jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Tout ceci se développe très bien parce que ces salons musicaux préfigurent en quelque sorte ce que deviendront, ce que seront ultérieurement les établissements d'enseignement comme les conservatoires. Il y a donc toutes sortes de choses qui interviennent pour faire de Nice, sinon un bassin, mais au moins un lieu favorable au développement musical. Et dernière chose, et qui tient beaucoup, et c'est par là que j'en terminerai, à l'Académie, enfin à l'Institut de France, c'est le fait que Nice devienne une étape sur le chemin qui mène à Rome, c'est-à-dire à la Villa Médicis. Et on voit à cette occasion beaucoup de musiciens, premier prix de Rome, qui vont s'arrêter à Nice. Je vous en citerai pour mémoire deux ou trois, le plus pittoresque étant évidemment Hector Berlioz. Hector Berlioz, qui était très amoureux d'une jeune fille à Paris, dont le père avait dit « Tant que vous ne vivrez pas de votre musique, c'est pas la peine de venir voir ma fille ». Donc, il s'est inscrit, il a réussi le concours de la Villa Médicis, il est parti à Rome, et la première chose qu'il a apprise à son arrivée à Rome, c'est que la jeune fille venait d'être mariée. Donc il est allé voir un tailleur romain, il lui a commandé une robe de femme à ses dimensions, à sa taille, et puis il a acheté une paire de revolvers et il a repris la diligence pour retourner à Paris, trucider tout le monde. Et là, il s'est arrêté à Nice,
Et puis, finalement, le climat, peut-être, la chaleur, je ne sais, l'ambiance. Toujours est-il qu'il s'est beaucoup calmé. Il a fait un séjour dont il a écrit que c'était le plus beau moment de son existence. Il y est resté 3 semaines, je crois. Il a composé, il a écrit en particulier l'ouverture du Roi Lear, là-haut. Et il a été victime des douaniers sardes qui trouvaient bizarre ce type qui s'asseyait au bord de la mer, là où passaient les bateaux, et qui écrivait des choses illisibles sur des feuilles de papier. Donc ils ont dit c'est un espion et on l'a réexpédié à Rome. Il reviendra à Nice à différentes reprises jusqu'au moment de sa mort. On pourrait citer Rossini, Meyerbeer, Strauss, Halévy, Gounod, Verdi, bien sûr, ou Massenet encore, qui sont des gens qui ont profondément marqué ce paysage artistique, culturel, musical niçois, mais aussi politique. Meyerbeer, par exemple, qui était allemand, on disait de lui qu'il était capable d'allier l'harmonie italienne, le rythme français, je ne sais plus, enfin bon, et qu'il était une sorte d'UNESCO de la musique à lui tout seul. Donc on a toutes sortes de préoccupations nouvelles, et ces préoccupations nouvelles concrétise finalement, enfin nouvelle, suivie dans le temps, concrétise cette vocation niçoise à être un peu le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, et un peu cette idée que l'on avait voulu lui donner en 1860 à l'époque de Napoléon III, donc d'être le lieu un peu sacralisé finalement d'une certaine de paix diplomatique, c'est-à-dire assez factice relativement, mais on a voulu marquer ça ultérieurement et dans les développements urbains consécutifs, en particulier au moment de la Belle Époque, on a carrément créé à Nice un quartier dit des musiciens, c'est-à-dire qu'on a donné à toutes les rues de ce quartier le nom d'un des musiciens les plus marquants, les plus célèbres qui y ait vécu ou séjourné, sans hésiter à en prendre quelques-uns comme Mozart qui n'a absolument jamais mis les pieds à cet endroit-là, mais il y a un quartier des musiciens qui est un petit peu cette marque finalement dans le tissu urbain de cette tradition musicale qui a fait de Nice un endroit un peu particulier dans la vie musicale, parmi lesquels la famille Reynac joue un rôle qui est un rôle non pas éminent, mais qui est la pierre supplémentaire apportée à un édifice, ce qui est toute la gloire, bien évidemment, de la famille Reynac, qui s'est parfaitement inscrite aussi dans ce devenir et dans cette continuité historique. J'ai été très bavard, comme d'habitude, je vous prie de m'en excuser. Mais